Madame Rossignol, vous avez parlé tout à l'heure de l'apologie de la pédopornographie, donc qui consiste en fait en la mise en scène d'un acte pédocriminel. Et Céline, dans le rapport du Haut Conseil à l'égalité que tu as coécrit, il y a cette mise en lumière en fait de la porosité extrêmement forte entre la pornographie, puis la pédopornographie, puis la pédocriminalité. Donc, comme je le disais, ces plateformes en ligne pornographiques hébergent et diffusent massivement des contenus pédocriminels, tout en bénéficiant d'une impunité quasi totale. Et d'autre part, on a donc cette pornographie qui maintenant en fait est devenue un mainstream, qui repose sur des mécanismes de mise en scène de sexualisation des mineurs. Et ça les normalise complètement. Et ça peut servir également d'une forme de porte d'entrée à des pratiques criminelles. Face à cette réalité qu'on observe, comment analyser les responsabilités de l'industrie pornographique dans la perpétuation de la pédocriminalité et quelles sont les actions politiques et juridiques qui sont nécessaires pour lutter efficacement contre ce continuum de violence? Merci beaucoup de me donner la parole. Je dirais, compléter un petit peu le propos de Laurence Rossignol, puisqu'on travaille souvent en duo. Laurence Rossignol ayant rédigé le rapport sur le Sénat et moi ayant été co-rapporteur du rapport du Haut Conseil à l'égalité. Il y en a aussi quelques exemplaires à l'entrée. Pornocriminalité, mettons fin à l'industrie pornographique. Alors, en introduction, je voudrais quand même revenir sur une distinction entre, puisque les deux mots sont assez utilisés, pédopornographie et pédocriminalité, parce que je pense que c'est important et qu'il y a une confusion, même dans la tête de Pharos, qui est le service du ministère de l'Intérieur chargé de bloquer les contenus pédopornographiques. On va y revenir. Donc, je rappelle que la pédopornographie est définie, donc j'ai le rapport sous les yeux, par la directive européenne 93/2011 qui spécifie que la pédopornographie est tout matériel représentant de manière visuelle une personne qui paraît être un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé. Donc la définition, elle est très large et on n'a pas besoin d'avoir la preuve que cette personne est mineure pour qualifier ce contenu de pédopornographique. Cette directive de 2011, elle est traduite dans le droit français, et là aussi c'est parfaitement clair. Je relis le rapport du HCE. Dans le droit français, c'est l'article 227-23, la pédopornographie est définie comme le fait de, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur. L'image, voilà. Les dispositions du présent article sont également appliquées aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur. Donc, c'est une définition très large qui ne nous oblige pas à prouver l'âge de la personne représentée. Et moi, ce qui m'a énormément choquée, et je pense qu'il faudrait qu'on soit réellement révolté, c'est que nous avons auditionné Pharos, qui est le service du ministère de l'Intérieur, qui a la possibilité de bloquer, donc c'est ce qu'on appelle un blocage administratif de deux types de contenus, terrorisme et pédopornographie. Alors, le terrorisme, on sait en plus qu'on a eu des épisodes comme l'assassinat de Samuel Paty qui fait qu'il y a une réactivité importante des contenus terroristes. Pour la pédopornographie, ça ne fonctionne pas. Et je me suis retrouvée avec la commissaire responsable de Pharos qui m'a expliqué droit dans les yeux qu'ils allaient sur les sites pornographiques et ils regardaient d'abord la puberté. Ça a été dit, mais je le répète parce qu'il faut quand même que ça soit clair. La pédopornographie, nous n'avons pas besoin de prouver l'âge. À partir du moment où il y a une mise en scène, et je vous donne les chiffres que j'ai dit ce matin, teen, adolescent, c'est-à-dire la mise en scène d'adolescentes, on a 1 297 000 vidéos sur les 4 plateformes pornographiques, et daddy, donc des vidéos d'inceste, on en a 138 750. Dans toutes ces vidéos où on met en scène des enfants
qui ont des rapports sexuels avec leur père, avec leur grand-père, avec leur oncle, avec leurs frères, et vous avez toutes les configurations familiales sur les sites pornographiques qu'on met sous un chapeau qu'on appelle fantasme familial, c'est de la pédopornographie selon la directive de 2011 européenne et selon le droit français. Et pourtant, Pharos, droit dans les yeux, nous a dit ah bah, à partir du moment où la puberté arrive, ce qui est à peu près aujourd'hui à 10 ans, bah, on ne sait pas trop si c'est réellement de la pédopornographie, donc on ne bloque pas. C'est écrit dans le rapport. Je pensais que ça allait un peu plus secouer, mais malheureusement, les pratiques de Pharos n'ont pas évolué depuis, et il y a toujours les vidéos d'Adi, inceste, fantasme familial sur les plateformes pornographiques, alors que rien dans le droit ne les empêche de bloquer, puisqu'ils ont un pouvoir de blocage, c'est-à-dire qu'ils ordonnent le blocage de l'URL sans même passer par les sites pornographiques. Ils n'ont pas besoin que les sites pornographiques collaborent. Ils bloquent le contenu, c'est direct, c'est rapide, et ça pourrait être fait dès aujourd'hui. Et je ne sais pas pourquoi c'est fait. Et j'aimerais bien un jour avoir une compréhension de cette audition qui a énormément marqué le Haut Conseil à l'égalité. Donc ça, c'est la question de la pédopornographie, qui est une définition très très large sur l'image, l'apparence d'un enfant. Et il y en a effectivement des millions sur les plateformes pornographiques. Et il y a une différence effectivement avec la pédocriminalité, et qu'on appelle en anglais child sexual abuse, où c'est effectivement la pédocriminalité en ligne, eh bien le viol d'un enfant qui est filmé et qui est diffusé, qui est une autre définition plus restrictive. Donc ça, c'est le premier point. Donc on aurait les capacités aujourd'hui de bloquer beaucoup de contenu. Ensuite, je voulais revenir sur ce qui a été dit par rapport à la pornification chez les jeunes. L'exposition des mineurs, effectivement, ça fait maintenant des années que dans beaucoup de pays, il y a eu beaucoup d'initiatives. Alors, c'est très pointu juridiquement et très technique, et je laisserai d'autres en parler mieux que moi, mais il y a énormément de pays, UK, Australie, France, qui tentent de mettre en place des contrôles d'âge effectifs. Des contrôles d'âge qui existent sur d'autres types de sites, les paris en ligne, par exemple, en France, il n'y a pas eu trop de difficultés. Pour les sites pornographiques, depuis la 2020, et puis ensuite il y a une nouvelle loi en 2024, ça ne marche pas. On nous promet que ça va marcher, mais ça ne marche jamais. Et donc, réellement, effectivement, une responsabilité pénale des plateformes, des dirigeants des plateformes, il va falloir qu'on passe à l'étape supérieure. Et il y a des vrais enjeux, qu'il y ait une vraie mobilisation de l'ensemble des organisations et des associations. Et pour ça, il y a des moyens d'action. Je pense qu'il faut considérer que l'exposition des mineurs à la pornographie dès l'âge, effectivement, qu'ils ont un téléphone portable, 10 ans et 11 ans, est une violence en soi. C'est, Maria l'a dit dans un de ses rapports, un viol psychique. À partir du moment où on qualifie cet acte de viol psychique, on doit considérer cette exposition comme quelque chose de pénalement répréhensible, une violence en soi pour les mineurs qui ne sont pas protégés aujourd'hui. Et donc, on a vraiment des enjeux. Alors, c'est très technique, en particulier à la CJUE, la Cour de justice de l'Union européenne, et je pense qu'on demandera peut-être à d'autres d'en parler mieux que moi, mais vraiment, il va falloir qu'on avance sur ce sujet. Pourquoi ? Parce que l'exposition de la pornographie, ce que montre le rapport aussi, c'est qu'il y a une différence entre les filles et les garçons. Effectivement, dès les cours de récré au collège, l'exposition à la pornographie, elle est souvent forcée chez les filles. C'est-à-dire que ce sont des jeunes garçons qui... l'exposition à la pornographie est une forme de socialisation. Vous faites partie du boys club, vous êtes un grand, vous regardez de la pornographie. Et vous avez trouvé un moyen de sidérer les filles dans les cours de récré. C'est une forme de violence, et les filles racontent beaucoup d'une exposition forcée à la pornographie, c'est-à-dire qu'un petit garçon dit « Ah bah regarde ça, voilà, regarde les filles. » Les filles sont ces êtres méprisables qu'on voit sur ces écrans qui sont violentés. Et c'est absolument une forme, effectivement, de première violence qui sont commises par les garçons sur les filles dès le collège. Et je suis bien placée pour le savoir, puisque c'est arrivé dans le collège de mes enfants, tout simplement. Les garçons forcent les filles à regarder de la pornographie. Ça aussi, il faut considérer ça comme une violence. Ensuite, par rapport à l'impact qu'a cette consommation, j'aimerais qu'on parle de quelque chose dont on parle assez peu,
c'est la différence de façon, on l'a dit, pour les petits garçons, en fait, c'est le manuel de la culture du viol. Donc, en fait, vous apprenez que, en fait, il est excitant sexuellement de violenter une femme, de l'humilier, de la considérer comme un objet, de la déshumaniser. C'est ça, le modèle de la pornographie auprès des petits garçons. Pour les filles, c'est un petit peu différent. Et il serait temps qu'on parle un petit peu d'un phénomène dont on parle assez peu, qui est l'excitation traumatique. Et c'est un phénomène qui nécessiterait effectivement de la prévention, parce qu'on se rend compte aussi que les filles qui sont victimes de pédocriminalité, et ça c'est parfaitement là aussi documenté, donc de viol dans l'enfance, ont un besoin, ont des symptômes post-traumatiques extrêmement lourds. Et dans les symptômes post-traumatiques extrêmement lourds, il y a l'amnésie traumatique, dont vous avez peut-être entendu parler, mais aussi la nécessité de se remettre dans des états de dissociation traumatique. Des états de dissociation traumatique qui sont une forme d'anesthésie émotionnelle. Et ces états d'anesthésie émotionnelle qui permettent effectivement de faire face au psychotraumatisme lié aux violences vécues dans l'enfance, comment on fait pour être dans un état dissociatif ? On consomme de la pornographie. On visionne de la pornographie extrêmement violente et vous vous remettez dans cet état dissociatif. Et ça, je pense qu'il faut aussi en parler. Et ensuite, c'est récupéré par l'industrie pornographique et ses alliés pour dire « Mais regardez, les femmes, elles ont un petit côté maso, elles aiment bien la violence. Elles aiment être violentées. Et même la violence sexuelle et tous les scénarios, par exemple, de BDSM et de hardcore qu'on nous vend dans l'industrie pornographique permettent à un certain nombre de survivantes de pédocriminalité de se remettre dans des états de dissociation. Et ce n'est pas de la sexualité, c'est une réactivation des traumas. Et ça, c'est assez peu dit. Et j'étais encore furieuse cette semaine dans Psychologie Magazine. Il y a un article qui dit pourquoi les femmes aiment la violence. Je pense qu'il va falloir qu'on comprenne ces mécanismes psychotraumatiques qui font que, effectivement, des femmes puissent avoir l'impression, parce que ce n'est pas réellement du plaisir sexuel, mais avoir l'impression de prendre du plaisir à revivre des violences sexuelles par le visionnage de pornographie. Et alors, cet impact sur les enfants, il est multifacteur, il est multimodal. On a parlé de la pornification. La pornification, elle est partout. Cette auto-objectivation des filles, elle est partout. Elle est dans les modèles musicaux. Il suffit de regarder des clips aujourd'hui. Les clips musicaux d'un certain nombre de stars reprennent, mais vraiment exactement les codes de la pornographie. Donc, une auto-objectivation. Et que font les enfants, que font les jeunes filles ? Dès qu'elles ont un compte TikTok, elles se remettent en scène. Je vais finir. Et elles se remettent en scène dans des phénomènes d'auto-objectivation. Le rapport, il parle aussi également de l'explosion de la chirurgie esthétique, de la vaginoplastie. Donc, il y a par exemple une forme de nouvelle excision. On parle de l'excision dans un certain nombre de pays. Elle existe en France. Aujourd'hui, des enfants, des adolescentes se font retirer les lèvres pour répondre au code visuel de la pornographie. Et enfin, sur le lien, et je vais finir à ce moment-là, sur la pédocriminalité, il faut voir que la pornographie est utilisée comme outil de grooming. Donc on a discuté hier qu'il fallait trouver un autre mot, mais l'exposition à la pornographie est utilisée par les pédocriminels pour contraindre aussi les enfants. Donc les pères incestueurs, par exemple, vont faire visionner de la pornographie aux enfants. Ça, c'est aussi quelque chose qui est possible. Et donc, pour finir, en fait, cette pédopornographie ou pédocriminalité qui est présente sur les sites, elle déborde de partout. Et aujourd'hui, on a des pères incestueurs qui postent, puisque c'est essentiellement quelqu'un de l'entourage qui commet des viols pédocriminels et qui enregistre et qui ensuite diffuse ces images. Et je vais vous citer une enquête de l'OFMIN, donc c'est l'Office des mineurs, qui a fait une enquête assez incroyable sur des pères incestueurs qui violaient leurs enfants en live sur Skype. Et Véronique Béchu, responsable de l'OFMIN, donc l'Office des mineurs en France, qui enquête sur ces viols pédocriminels, je la cite, « Tous les commanditaires de live streaming ou consommateurs de vidéos et de photos pédocriminels ne passent pas à l'acte. Mais tous ceux qui... pédopornographiques, pardon, ne passent pas à l'acte. Mais tous ceux qui sont passés à l'acte ont au moins une fois regardé ces images
dans environ 15% des cas, ils deviennent producteurs, agresseurs ou complices. Donc effectivement, il y a un continuum extrêmement clair entre les contenus qui colonisent les imaginaires des jeunes et l'explosion de la pédocriminalité dont j'ai parlé en introduction. Nous sommes à 105 millions d'images et de vidéos pédocriminelles et nous avons une urgence aujourd'hui, une urgence, enfin plusieurs, on va en parler de la directive, mais une urgence, le règlement européen sur la pédocriminalité en ligne qui, dans sa version initiale, devait pouvoir détecter de façon proactive, une obligation pour l'ensemble des plateformes de détecter de façon proactive les vidéos pédocriminelles et les supprimer. Et sans ce traitement de façon systématique et obligatoire de la part des plateformes, nous n'arriverons pas à mettre fin à cette explosion d'images pédocriminelles. 105 millions, ce règlement, il est crucial. Et il y a beaucoup de choses aussi à dire sur la directive, mais ça, je pense qu'on va en discuter avec Hélène Fritzon. Merci.